Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous emmène au cœur de l'Afrique pour tenter de conquérir l'Empire Kitara. Un jeu qui a été édité en 2020 par Yellow. On doit d'ailleurs remercier Yellow qui nous a envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Eric B. Vogel qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer environ 40 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de prospérité pour tenter de devenir le nouvel empereur du royaume de Kitara. C'est un jeu de contrôle de territoire avec une gestion de cartes et des petits éléments de construction d'engins. Alors, Kitara, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de décembre 2020. On va installer une partie pour 2 joueurs. On doit premièrement trouver le bon plateau en regardant le nombre d'icônes dans le coin de celui-ci. Donc celui-ci, c'est le plateau pour 2 joueurs. On va donc l'installer au centre de la table. Si on joue à 3 ou 4 joueurs, on a 2 autres plateaux qui seront utilisés pour ces comptes de joueurs. On va ensuite séparer les cartes royaume en 2 pioches selon leur couleur, les cartes royaume bleu et les cartes royaume rouge, et on va décider quelle couleur de carte royaume on va utiliser pour notre partie. On vous suggère pour une première partie d'utiliser les cartes royaume bleu, donc on va tout simplement remettre les cartes royaume rouge dans la boîte de jeu, on ne les utilisera pas. On va ensuite séparer la pioche de cartes royaume pour les classer par âge numérique, donc l'âge 5, l'âge 4, l'âge 3, l'âge 2, l'âge 1 et l'âge 0. On va premièrement placer les cartes de l'âge 0 de côté pour l'instant et on va mélanger chacune des pioches d'âge séparément pour former 5 pioches distinctes. Lorsque c'est fait, on va placer les cartes de l'âge 5 sous la pioche principale. On va ensuite placer les cartes de l'âge 4 par-dessus, les cartes de l'âge 3, les cartes de l'âge 2 et les cartes de l'âge 1 sur le dessus de la pioche de cartes royaume. De cette pioche, on va révéler les 6 premières cartes qui devraient être toutes les cartes de l'âge 1 qu'on va placer dans une file à côté de la pioche. On va prendre tous les jetons de héros et on va aller les placer à l'intérieur du sac de tissu pour les mélanger. On retrouve des jetons héros de valeur entre 2 et 5 points de prospérité. Chaque joueur va se choisir une fiche royaume qu'il va placer devant lui et il va aussi recevoir toutes les pièces de sa couleur. Il y aura 10 pions guerriers, 10 pions centaures, 3 pions de héros, un jeton marqueur de déplacement, un jeton marqueur de points de prospérité et un jeton de 40 points de prospérité si jamais on fait le tour de la piste de prospérité du plateau principal. Les joueurs vont prendre leur marqueur de prospérité et vont aller le placer sur la case 0 de la piste de prospérité qui est autour du plateau principal. Tous les joueurs vont recevoir une carte royaume de l'âge 0, qui est une carte royaume de départ, qu'ils vont placer à droite de leur fiche royaume pour avoir les caractéristiques de leur royaume au début de la partie. On va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le jeton premier joueur et il va regarder sur sa fiche de départ de sa carte royaume de l'âge 0 le nombre d'unités qu'il va aller placer sur sa case de départ. Ici on voit qu'il y a 3 icônes de guerriers. Il va donc prendre 3 guerriers dans sa réserve et aller les placer sur une des 2 cases de départ du plateau principal qu'on peut identifier avec les icônes de hutte. Et le deuxième joueur, lui, va prendre automatiquement la case de départ restante et il va lui aussi placer 3 pions de guerrier puisque les cartes royaume d'âge 0 sont toutes identiques pour chacun des joueurs. Une partie de Kitara se joue en plusieurs rondes de jeu. À chaque ronde de jeu, les joueurs vont effectuer un tour de jeu dans lequel ils vont aller recruter une carte royaume dans celle disponible dans le haut, selon la distance à laquelle ils peuvent recruter, et ils vont l'ajouter à droite de leur royaume pour pouvoir bénéficier des statistiques de cette nouvelle carte. Les cartes royaumes peuvent quelquefois nous permettre de recruter de nouvelles unités parmi celles de notre réserve pour les déployer sur le plateau principal. Ensuite, on pourra utiliser les actions de déplacement
déplacement de toutes les cartes de notre royaume pour déplacer nos troupes sur le plateau principal et tenter de prendre le contrôle des territoires de savane et des territoires de ruines pour aller faire prier les centaures et marquer des points de prospérité. Et on va tenter aussi de faire des combats pour prendre des territoires à notre adversaire dans le but de combattre avec des héros pour piocher des jetons de héros qui nous donneront aussi des points de prospérité. À la fin d'un tour de jeu, les joueurs doivent nourrir chaque carte de leur royaume. Donc chaque carte qui se retrouve dans leur royaume peut être conservée si on contrôle le même nombre de territoires de savane avec nos guerriers. Donc les savanes nous permettent de nourrir les cartes de notre royaume pour les conserver, pour avoir un royaume de plus en plus puissant. On va alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'on révèle les cartes de l'âge 5, ce qui va déclencher la fin de la partie. On va terminer la ronde en cours et on va jouer une dernière ronde finale avant de passer au décompte final des points. Le joueur qui va marquer le plus de points de prospérité sera déclaré vainqueur et nouvel empereur de Kitara. Notre plateau royaume nous sert aussi d'aide de jeu. On a une explication de chacun des icônes qu'on retrouve sur les cartes royaume pendant la partie, ainsi que les effets des héros, des centaures et des guerriers pendant la partie. Chaque tour de jeu se divise en 5 phases qui sont aussi identifiées sur notre fiche royaume. On les retrouve en ordre numérique de 1 à 5, donc la phase piocher, recruter, déplacer, scorer et gérer. Et lorsqu'un joueur aura terminé ces 5 phases de jeu, ça va passer au prochain joueur et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Voyons maintenant en détail chacune des phases de jeu, en commençant par la première phase qui est la phase piocher. C'est dans cette phase que les joueurs vont choisir une carte parmi celles qui sont disponibles sur la table pour aller l'ajouter dans leur royaume et ainsi augmenter les caractéristiques de celui-ci. Les joueurs n'ont pas nécessairement accès aux 6 cartes qui sont visibles sur la table. Ils devront se référer à leur portée de recrutement qui sera représentée par le nombre d'icônes de cartes dans la rangée de la phase piocher. Donc ici, j'ai 2 icônes de cartes, donc j'ai une portée de recrutement de 2. On va additionner la portée de recrutement de toutes les cartes qui sont dans notre royaume, mais pour l'instant, j'ai seulement une carte, donc j'ai une portée de 2, ce qui me donne accès aux 2 premières cartes qui sont visibles sur la table, donc les 2 qui sont le plus éloignés de la pioche. Donc je vais pouvoir recruter cette carte-ci ou cette carte-là dans ma phase de piocher. Je vais choisir la première carte et je vais l'ajouter à droite de mon royaume pour pouvoir additionner les caractéristiques ensemble. Par la suite, on va décaler les cartes d'un emplacement pour s'éloigner de la pioche et on va aller piocher une nouvelle carte qu'on va placer directement à côté de la pioche. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase recruter. On ne fait pas tout le temps cette phase, puisque certaines cartes au royaume n'auront pas d'icône de recrutement. Donc on va regarder dans la rangée vis-à-vis la carte qu'on vient d'ajouter dans notre royaume seulement. Donc ici on voit que j'ai une icône de centaure, donc je vais pouvoir prendre un centaure de la réserve et l'ajouter sur le plateau principal dans n'importe quel territoire que je contrôle. Comme on est au début de la partie, on n'a pas vraiment le choix, on va l'ajouter dans l'emplacement où il y a déjà nos 3 guerriers. Si à la place j'avais recruté l'autre carte disponible, on voit qu'il y avait 2 icônes de recrutement, donc j'aurais recruté un guerrier et j'aurais recruté un héros que j'aurais pu placer sur le plateau principal, encore une fois, dans la même case, puisque c'est la seule case que je contrôle. Si jamais on recrute plusieurs unités, on peut placer chacune des unités dans un territoire différent si on contrôle plusieurs territoires sur le plateau principal. Ensuite, on passe à la troisième phase, qui est la phase déplacer. Pour chacun des icônes de déplacement dans notre royaume, dans toutes les cartes de notre royaume, on va pouvoir effectuer une action de déplacement. Donc, on voit ici que j'ai 3 icônes de déplacement au total. Je vais pouvoir faire 3 déplacements avec mes troupes. Pour se rappeler le nombre de déplacements qu'on a fait, on va utiliser notre marqueur de déplacement qu'on va aller placer sur le premier icône. Et lorsqu'on va effectuer notre premier déplacement, on va l'emmener sur le deuxième icône et par la suite sur le troisième icône pour se rappeler le nombre de déplacements qu'on a effectué dans notre tour de jeu. Lorsqu'on fait un déplacement, on peut seulement traverser les lignes blanches sur le plateau, donc on ne peut jamais passer au travers des lacs puisqu'il n'y a pas de ligne blanche autour de ces cases. Lorsqu'on fait un déplacement, on peut déplacer le nombre d'unités qu'on souhaite d'une case vers une case qui est adjacente en traversant une ligne blanche. Par exemple, je pourrais décider de déplacer avec ma première action de déplacement 2 guerriers et un centaure pour les emmener dans le territoire qui est ici, laissant ici un guerrier dans la case de départ. Donc ici, je vais avoir effectué mon premier déplacement. Mon deuxième déplacement, je pourrais prendre les 2 unités qui sont là et les envoyer dans la ruine, donc un centaure et un guerrier. On peut déplacer les mêmes unités plusieurs fois avec plusieurs actions de déplacement. Les joueurs ne sont pas obligés de faire toutes les actions de déplacement qu'ils ont de disponibles, ils peuvent en faire moins s'ils le souhaitent.
C'est aussi en se déplaçant qu'on peut provoquer des affrontements avec nos adversaires. Donc si on va entrer dans une case qui est occupée par nos adversaires, on va provoquer un affrontement et on peut seulement effectuer ce déplacement si on se déplace avec un plus grand nombre de troupes qu'il y a sur le territoire qu'on veut envahir. Par exemple, disons qu'ici j'ai un héros, un centaure et 2 guerriers, et que mon adversaire est dans la ruine avec un centaure et un guerrier, et que je veux faire un déplacement dans la case de la ruine où il y a mon adversaire, je vais donc devoir provoquer un affrontement. Alors pour pouvoir effectuer ce déplacement, je dois au moins déplacer plus de troupes qu'il y a dans cette case. Donc il y a 2 troupes dans cette case, je devrais en amener au moins 3 pour pouvoir effectuer le déplacement et ainsi provoquer l'affrontement. Donc je vais déplacer mon héros, je vais déplacer mon centaure et un guerrier. Donc j'ai déplacé 3 unités et mon adversaire en avait seulement 2. Donc j'ai le droit de faire le déplacement et on va devoir résoudre immédiatement l'affrontement. Dans Kitara, les affrontements sont gagnés automatiquement par les envahisseurs. Il n'y a pas de dés à lancer ou de cartes à jouer. On gagne automatiquement un affrontement dès qu'on fait notre déplacement avec un plus grand nombre de troupes. Donc ici, le joueur rouge va gagner l'affrontement. Si on a un héros qui est présent dans l'affrontement lorsqu'on attaque, on va aller piocher dans le sac un jeton de héros qu'on va pouvoir regarder secrètement et qu'on va pouvoir placer à côté de notre plateau de jeu. Ensuite, les unités adverses devront faire une retraite obligatoire, c'est-à-dire qu'ils devront déplacer leurs unités vers la case la plus près qu'ils contrôlent. On voit ici que la case la plus près qu'ils contrôlent est leur case de départ. Donc les unités vont devoir retraiter de 1 case et 2 cases. Il est à noter qu'on ne provoque pas d'affrontement lorsqu'on est en retraite pour pouvoir regagner le territoire de la destination de cette retraite. Les unités qui retraitent d'un affrontement doivent tous retraiter sur la même case. Si jamais un joueur a seulement un territoire qu'il contrôle, à ce moment-là, on ne peut pas envahir ce territoire et ce, peu importe le nombre d'unités qu'on pourrait essayer d'amener. Lorsqu'un joueur aura terminé tous ses déplacements, ça mettra fin à sa phase de déplacement et on va passer à la 4e phase, qui est la phase de scorer. Premièrement, les joueurs vont regarder dans leur royaume vis-à-vis la rangée scorée et pour chaque icône rond comme celui-ci, ils vont marquer un point de prospérité. Donc, ils vont avancer leur marqueur sur la piste de score. De plus, pour chaque ruine qu'ils contrôlent, où il y a au moins un centaure, ils vont aussi marquer 2 points de prospérité. On va donc rendu à 3 points de prospérité. Et finalement, on va regarder tous les jetons de héros qu'on a gagnés dans notre tour de jeu. Donc ici, ça veut dire que j'ai effectué 2 combats avec mon héros, 2 affrontements. Je vais donc regarder la valeur de ces jetons et je vais en garder seulement un. Donc évidemment, je vais garder celui de valeur 4 que je vais aller placer sur ma fiche royaume et le jeton de valeur 2 sera remis dans le sac. Donc plus on fait d'affrontements avec des héros dans son tour de jeu, plus on a de chance d'avoir un jeton héros d'une haute valeur de points de prospérité. Et finalement, on passe à la 5e phase, qui est la phase gérée. C'est là qu'on doit regarder le nombre de cartes dans notre royaume et regarder si on est capable de nourrir toutes les cartes. Sinon, on va devoir en défausser. Donc ici, j'ai 3 cartes dans mon royaume. Donc je dois avoir le contrôle de 3 territoires de savane avec au moins un guerrier à l'intérieur. Donc ici, j'en ai 1, j'en ai 2 et j'en ai 3. Donc j'ai assez de nourriture pour garder toutes les cartes dans mon royaume. Donc ça mettrait fin à mon tour de jeu. Par contre, si j'avais seulement 2 territoires de savane contrôlés par des guerriers, et ici j'ai 3 cartes dans mon royaume, je n'ai donc pas assez de nourriture, je devrais défausser une de mes 3 cartes. Donc je pourrais choisir de défausser la carte centrale, on va déplacer celle-ci pour prendre sa place. Et la carte que je défausse avait une icône de centaure, donc je vais devoir retirer un centaure du plateau de jeu et le remettre dans ma réserve. Si vous jouez avec le deck rouge de cartes royaume, vous allez avoir des cartes qui ont une icône de blé dans la phase gérée. Cela veut dire que cette carte n'a pas besoin d'être nourrie. À la fin de la phase gérée, dans une partie à 2 joueurs, il y a une règle spéciale qui s'applique. On va défausser la carte la plus éloignée de la pioche dans les cartes royaume disponibles pour faire rouler le deck de cartes plus rapidement. Et on va les faire décaler pour en révéler une autre pour que les joueurs jouent le même nombre de tours que dans une partie à 4 joueurs. Et on passerait au tour de l'autre joueur et on va alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'on révèle la première carte de l'âge 5 sur la table. À ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie. On va terminer la ronde en cours et ensuite on va jouer une dernière ronde finale. Et par la suite, on va passer au décompte final des points.
En plus des points qu'on a déjà marqués pendant la partie, on va ajouter 2 points par carte restante dans notre royaume à la fin de la partie. Donc ça me fait 8 points pour les cartes de mon royaume. Ça m'amènerait à 38. Et finalement, on va révéler les jetons héros qu'on a réussi à ramasser sur notre fiche royaume pendant la partie. Et on va additionner la valeur de ceux-ci qu'on va ajouter à notre score pour faire notre score final. Donc ici, ça me fait 26 points avec ceux-ci. Donc ça fait 64 points au total, donc 24, et je vais prendre mon jeton de 40 points que je peux mettre en dessous de mon marqueur de score. Le joueur qui a le plus de score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a ramassé le plus de jetons héros pendant la partie qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Kitara. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Kitara? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. C'est encore une fois une super belle production de Yellow, autant le matériel, le visuel, les illustrations de Miguel Coimbra. C'est vraiment magnifique. Ça nous amène dans une mythologie qu'on n'est pas habitué d'aller aussi. Ça fait changement, c'est rafraîchissant. Donc j'ai vraiment eu le goût de connaître ce monde-là juste en voyant les illustrations et tout ça, donc les espèces de centaures, les genres de personnes qui chevauchent des rhinocéros, des lions, des éléphants et tout ça, donc les animaux d'Afrique, donc c'est vraiment très cool comme aspect visuel, j'ai vraiment aimé ça. Sinon, le matériel aussi, il y a un côté pratique qui n'est pas juste beau. Donc oui, il y a des beaux meeples sculptés, les centaures, les héros, c'est vraiment très cool, les pièces en bois. Mais j'ai beaucoup aimé les fiches de héros, donc en plus d'être super belles. On a toutes les icônes qui existent dans le jeu qui sont expliquées sur notre fiche. Donc on n'a pas besoin d'avoir le nez dans les règles, et même dès notre première partie. Puis on a le résumé du tour de jeu. On a les 5 phases qui sont toutes décrites là en ordre sur notre plateau. Puis le fait qu'on met nos cartes royaumes à droite de notre plateau, ben, ça fait que les icônes sur les cartes sont vis-à-vis les bonnes rangées des bonnes phases. Fait que c'est facile, ok, dans ma phase de recrutement, ok, j'ai 4 icônes de cartes, fait que je peux aller chercher une carte dans les 4 premières. Ok, j'ai 5 de déplacement, fait que tu vois tout ça rapidement, fait que c'est vraiment des icônes qui sont faciles à comprendre, donc super bonne iconographie, puis la façon dont sont placées, la façon dont ça arrive, tout vis-à-vis les phases sur notre plateau de joueurs, donc c'est vraiment très facile de savoir ce qu'on peut faire à notre tour de jeu. Donc ça, c'est très bien réussi pour apprendre ce système-là, d'avoir tous les outils visuels devant nous. Fait que c'est très bien expliqué, très bien exploité aussi à l'intérieur du jeu. C'est un jeu très simple, pas beaucoup de règles, donc il n'y a pas beaucoup de règlements. C'est facile à prendre en main. C'est un contrôle de territoire qui n'a pas trop de chance, donc on n'a pas de dés à lancer quand on attaque, il n'y a pas quoi que de cartes à jouer, de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, j'ai plus d'unités, j'arrive, je prends le territoire, tu t'en vas. Si j'avais un héros, je vais aller piger un jeton. Plus je pige de jetons, plus j'ai de chances d'avoir un jeton qui vaut beaucoup de points. Fait que ça ajoute un petit côté pousser sa chance qui est intéressant puis qui va t'encourager à attaquer plus souvent. Ou si justement tu obtiens un jeton 5 points du premier coup, ok, ben j'ai pas besoin de faire d'autres combats dans ce tour-là avec mon héros, je vais essayer de faire d'autres choses, je vais essayer de me positionner sur les ruines, etc. Fait que ça rajoute un petit côté pousser sa chance qui est très sympathique dans ce jeu-là. Fait qu'au lieu d'avoir mis la chance dans les combats, on a mis la chance dans les récompenses de combat. Mais la chance est moins grande parce que plus je fais de combats, plus j'ai de chance d'avoir un jeton qui vaut cher en points de prospérité. Fait que j'ai trouvé une petite twist là qui était intéressante sur le genre. Sinon, c'est un jeu très tactique, donc on a dit que peu de hasard dans les déplacements, tout ça, donc c'est très... j'ai l'expression en anglais, c'est très back and forth comme jeu, donc à mon tour, je vais me déplacer, je vais prendre quelques territoires, je vais essayer d'avoir un maximum de savane avec mes guerriers pour pouvoir garder le maximum de cartes dans mon royaume, fait que ça c'est intéressant, puis c'est sûr que quand l'autre va jouer, ben il va aller t'en enlever quelques territoires parce que lui aussi veut essayer de faire ça, avoir le plus de savane, garder le plus de cartes et tout ça, aller chercher les ruines, protéger certains emplacements, fait que c'est très back and forth, c'est quasiment un petit feeling un peu échec, là, on positionne ses pions, on essaie de bloquer l'autre, donc c'est très intéressant, puis les tours de jeu justement sont fluides. J'ai joué mes parties à 2 joueurs, évidemment, avec le confinement, c'est pas mal la configuration que je joue depuis la dernière année à 2 joueurs. Puis ce que j'ai adoré dans ce jeu-là, c'est qu'il s'adapte bien au nombre de joueurs parce qu'on va avoir un plateau différent selon si on est 2, 3 ou 4. À 2, vous l'avez vu, c'est le mini plateau qu'on a, donc les territoires, le nombre de territoires est ajusté selon le nombre de 2 joueurs. Si on joue à 3, on a un grand plateau, puis à 4, c'est de l'autre côté de ce plateau-là, fait que tu as 3 plateaux différents qui sont bien adapté au nombre de joueurs, avec le nombre de territoires, le nombre de savanes disponibles aussi. Donc c'est pas évident d'avoir plus que 5 savanes. Si on veut 4-5 savanes, c'est difficile.
faut bien se positionner, il faut bien jouer. Fait que c'est intéressant, ça ajoute une belle tension, le fait que le plateau s'ajuste. Parce que si on avait joué à 2 joueurs sur le plateau à 4, on s'entend que c'est beaucoup trop grand, ça aurait pris trop de place et tout ça, il n'y aurait pas eu de tension entre les joueurs. Donc le fait qu'on ait pensé à adapter les plateaux, ça garde cette tension-là entre les joueurs. Donc ça, c'est super intéressant, puis c'est un bel ajout, encore une fois, pour un jeu dans ce style-là. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu que j'ai adoré le système. J'ai l'impression que j'en voudrais plus. J'ai l'impression qu'on aurait pu mettre peut-être des objectifs communs entre les joueurs, qu'on peut aller chercher des points avec ça, si on est le premier à aller chercher tel objectif. Puis le fait d'avoir des factions qui ont l'air super différentes sur leur illustration, je m'attendais à avoir peut-être des pouvoirs différents pour chaque faction, ou d'avoir peut-être un deck de, je sais pas, une dizaine de cartes héros, puis chaque joueur pige une carte héros, puis ça doit donner un pouvoir à ces héros pour la partie. Ça aurait pu être un ajout qui est intéressant, ça aurait ajouté un peu plus de profondeur au jeu, parce que je pense que sa plus grande faiblesse, ça va être au niveau de la rejouabilité, donc comme oui, on peut changer le deck rouge, le deck bleu, mais à part de ça, il n'y a rien d'autre qu'on peut changer entre deux parties. Fait que j'ai l'impression que la rejouabilité ne sera pas très bonne à long terme avec ce jeu-là. Bon, ça reste un jeu quand même, je dirais, d'introduction dans le contrôle de territoire, mais quand même, j'aurais aimé ça avoir un petit quelque chose de plus ou des règles avancées justement pour amener soit des objectifs, des pouvoirs personnels aux factions. C'est le genre de choses que j'aurais aimé voir à l'intérieur du jeu. Somme toute, je vais lui donner une note de B. Pour moi, c'est un bon jeu. Donc, c'est un bon jeu qui rentre bien dans sa chaise, justement, de jeu d'introduction pour du contrôle de territoire. C'est un style de jeu souvent qui fait peur aux nouveaux joueurs. Donc, d'avoir un jeu qui le fait à plus petite échelle, puis qui le fait de façon très efficace, très élégante, avec un système qui est très le fun, puis un système qui a une belle profondeur tactique. Fait que ça le rend quand même intéressant comme jeu. Puis c'est clair que c'est un jeu que je vais garder, puis que quand je vais recommencer à faire des soirées d'animation, mais c'est le genre de jeu qui va bien se traîner dans ces soirées-là, qui va bien sortir parce qu'il s'explique rapidement, puis ça va permettre aux gens de découvrir ce style de jeu-là, puis peut-être ensuite ils pourront aller vers des jeux un peu plus complexes, un Small World ou des choses comme ça, pour éventuellement aller jouer à Kemet, qui est le summum des jeux de contrôle de territoire. Mais ça, on pourra en débattre dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de décembre 2020. Concours dans lequel vous pourrez gagner le jeu Dinosaur Island, la nouvelle édition avec les beaux meeples de dinosaures en 3 formats différents. Donc la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori de contrôle de territoire? Laissez-nous ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour participer. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous avez une participation automatique au concours. Donc, si vous participez en commentaire, vous aurez 2 chances de gagner Dinosaur Island. Donc, bonne chance à tous pour le concours. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous visiter sur notre page Patreon si vous voulez nous encourager avec des petits dons. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.